pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour. Alors, avant cette revue de presse, j'aimerais vous remercier pour tous vos commentaires, pour l'appui que vous nous avez donné, à moi et à ma famille, à ma petite famille. Pendant cette épreuve. Je vous remercie beaucoup. Sachez que je vais continuer ces revues de presse. Je vais essayer de m'y tenir. Et je vais essayer de continuer tout le travail que je faisais avant la mort de mon fils adoré, Guillaume. Voilà. Je vous remercie. C'est la revue de presse. Jest wojna. Dzisiaj najważniejszym zadaniem wszystkich liderów opinii publicznej jest uświadomić tak do bólu, tak do głębi umysłów i głębi serc całej zachodniej wspólnoty. Alors tout d'abord, dans la nuit du 27 au 28 septembre, les Russes ont lancé un nouveau raid sur l'Ukraine avec pas moins de 600 vecteurs. Les principales cibles se trouvaient dans les régions de Kiev et de Tcherniv. Selon les autorités locales, 4 personnes auraient trouvé donc la mort dans ces bombardements. Donc ici, sur la carte, nous pouvons voir donc dans la région de Kiev, un centre commercial a été touché par des Shahed donc le 28 septembre dans la ville de Bilatserka qui se situe ici. Donc nous sommes au sud de Kiev. Donc je dézoome pour bien vous montrer. Nous avons la capitale qui est ici. Et dans la région de Tcherniv, là également de nombreux bombardements. Alors tout d'abord, nous allons commencer le 25 septembre ici, où c'est un camp d'entraînement ukrainien qui a été bombardé par 2 missiles Iskander. Donc dans cette journée du 25 septembre, les autorités ukrainiennes n'ont pas communiqué sur les pertes, et selon les Russes, les pertes ukrainiennes s'élèveraient ici à 300 militaires. D'autres frappes ont été enregistrées, notamment ici le 27 septembre. Des Kéran ont ciblé et touché une sous-station électrique. Ici, donc, nous sommes dans la région de Tcherniv. Un petit peu plus au sud, ici, c'est une centrale thermique qui a été touchée. Donc, dans ces mêmes bombardements, ici, donc, nous sommes le 28 septembre. Donc, celle-ci a été bombardée donc, dans cette journée du 28. Ensuite, il y a eu d'autres bombardements. Une autre sous-station électrique a été touchée dans la même journée. Ici, exactement. Donc ici, on se situe à l'est de Nijin, qui se trouve ici. Et enfin, une autre géolocalisation ici proche de Konotop, où là également, une autre sous-station électrique a été bombardée. Et cette fois-ci, le 29 septembre. Donc les frappes russes sur le territoire ukrainien continuent. À noter qu'ici, en Russie, à la frontière avec la Biélorussie, donc bien plus au nord ici, un train de marchandises a déraillé le 27 septembre. Et au moins 12 wagons-citernes ont pris feu dans ce déraillement. Donc ici exactement, sur ce passage à niveau. Que les Russes aient voulu jouer sur cette partie-là, parce qu'il est clair que la mer Baltique, c'est vraiment un théâtre de confrontation, de tension, sur lequel les Russes sont en difficulté depuis que 2 des pays de cet espace-là, la Finlande et la Suède, sont devenus membres de l'OTAN alors qu'ils étaient historiquement neutres. Donc c'est une mer maintenant très clairement otanienne, avec une difficulté pour la flotte de mer Baltique russe d'évoluer dans cet espace-là, qui est ultra surveillé par les otaniens, d'ailleurs ce qui amène à s'interroger sur le sabotage des gazoducs Nord Stream, puisque tout mouvement russe est scruté de manière très très précise par les différents moyens de renseignement otaniens dans cette zone. Alors, ce théâtre de confrontation, bien sûr, a un point de focal terrestre qui est l'enclave, ou l'esclave, comment on peut la situer, de Kaliningrad.
Et c'est vraiment, pour les Russes, un enjeu vital. 20 000 hommes sous 30 jours en 2027. Des exercices qui sont appelés à se multiplier comme autant de signaux lancés à la Russie, envoyés à la Russie. Et regardez ce que dit le général également. Il y a un adversaire qui est à nos portes et qui nous teste, qui a un intérêt objectif à affaiblir l'Alliance en créant des distorsions d'appréciation. Ces opérations de communication de l'armée française depuis des mois sont essentielles pour la préparation des esprits, effectivement, à une potentielle confrontation directe avec la Fédération de Russie, non pas sur le sol français, mais pourquoi pas en Estonie, où effectivement nous avons 500 soldats français stationnés en Estonie dans le cadre des missions de réassurance de l'OTAN, et en cas d'agression directe de la Fédération de Russie sur l'Estonie, pour prendre par exemple la région de Narva, sur laquelle on peut supposer que les Russes ont certaines vues, effectivement, pourrait s'enclencher à la fois l'article 5 de l'OTAN, mais aussi l'article 42.7 de l'Union européenne. C'est une clause dans le traité de l'Union européenne qui dit que lorsqu'un État européen est agressé, tous les États membres de l'Union européenne ont l'obligation de lui porter assistance par tous les moyens militaires. Mais aujourd'hui, demander à un Français pourquoi la France rentrerait en guerre avec la Fédération de Russie pour défendre l'Estonie, ça ne relève pas de l'évidence. Donc effectivement, il y a un rôle de l'armée d'expliquer pourquoi et comment la France pourrait défendre, non pas son territoire, mais un pays européen et de l'OTAN, un allié. Et pourquoi elle devrait le faire? Mais pour revenir à Kennedy, il disait dans ce discours que j'ai allumé, j'ai écouté avant d'arriver dans la guerre qui nous attend. Il n'y aura pas ni vainqueur, ni vaincu. Que des perdants. Que des perdants. C'est pour ça que, pour que les gens ne soient pas tristes devant l'apocalypse qui nous guette, parce que l'apocalypse, à mon sens, nous guette, je publie D'Artagnan de Saint-Pétersbourg pour soigner la tristesse. Ça se soigne, la tristesse. Les Russes savent l'entretenir, leur tristesse. J'ai connu beaucoup de Russes et il y a une espèce de nostalgie ou de tristesse dans l'âme chez les Russes que j'ai connus qui était, ma foi, presque agréable. Akárcsak a régi, bennünket megnyomorító birodalmak, most az Európai Unió is háborús projekté változott. Brüsszelben nyíltan kimondják, a következő évtized feladatának azt tartják, hogy Oroszországot legyőzzék a keleti fronton. Vagyis minden európai embernek, minden európai gazdasági szereplőnek és minden európai nemzetállamnak ezt a célt kellene szolgálnia, ha az Unióhoz tartozik. Mi, magyarok, ezt nem akarjuk. Mi magyari to nechceme. Mégis bele akarnak bennünket kényszeríteni. Ale chcú nás do toho vnútiť. Ezt kedves barátaim elnyomásnak hívják. Most, amikor Brüsszel európai békéről beszél, az valójában háborút jelent. Et si jamais les Russes voulaient tester le dispositif ou montrer aux dispositifs otaniens qu'ils ne sont pas dupes et qu'ils sont prêts à la confrontation, ils le feraient. C'est pour cela que l'incident des 3 MiG-31 qui avaient éteint leur transpondeur est plausiblement une action russe tout à fait volontaire, hein, pour titiller en fait l'OTAN. Maintenant, c'est une analyse qu'on pourrait également démonter en disant que c'est une erreur de pilotage. Ça pourrait très bien être le cas, puisque ce sont des avions qui volent très vite et rapidement, une erreur de pilotage peut vu la largeur de la zone en vol, peut rapidement se concrétiser. Par contre, éteindre les transpondeurs, ça c'est moins... Voilà, mais exactement. Donc il y a un jeu quand même qui se fait entre les acteurs de ce théâtre de confrontation. Et dernièrement, comme tu l'as dit, il y a cette affaire des drones au-dessus de l'aéroport de Copenhague, d'origine inconnue. Alors, bien sûr, sur LCI, il crie c'est les Russes, hein, comme d'habitude, sans aller chercher plus loin, sachant qu'ils n'ont toujours pas revenus, ils sont toujours pas revenus sur ce média-là. Alors, je n'ai pas vu les autres médias sur les affirmations selon lesquelles les drones qui s'étaient cratchés sur le sol polonais étaient russes. Alors que pour l'instant, en fait, de nombreux éléments laissent entendre qu'on serait plutôt face à une manipulation. Notamment peut-être des Polonais et des Ukrainiens de concert. On se déplace vers l'ouest sur le front donc, de Pokrovsk. Donc je dézoome pour bien vous montrer où on se situe. Konstantinivka se situe ici. La ville de Pokrovsk est ici. Et au sud, nous avons la ville de Donetsk. Donc sur la partie nord du front de Pokrovsk, on note une avancée des Russes ici dans le secteur de Popivyar.
Rousnichar, ici, où ces derniers ont sécurisé plus de 20 km² de terrain cette dernière semaine, avec plusieurs ici géolocalisations donc de l'infanterie russe qui est bombardée tout en progressant vers le nord. Et ici, dans le secteur de Chakovier, qui est ce village sous contrôle ukrainien, là également, nous avons donc des positions russes qui ont été attaqués par des drones kamikazes. Et juste en face, c'est une position ukrainienne qui a été bombardée le 25 septembre. Les géolocalisations nous permettent d'affiner ici la ligne de front et toujours ces forces aérospatiales russes qui sont présentes avec également des bombardements à l'est de Chakovier. Concernant le secteur au nord de Pokrovsk, donc rappelez-vous là où les Russes avaient progressé de manière rapide, ici dans ce secteur il y a plusieurs semaines. Alors tout d'abord ici nous avons un T-64 ukrainien qui a été détruit par un drone kamikaze au nord du village de Zoloty Kolodiaz sur cette partie du front. Donc selon les Ukrainiens, plusieurs unités russes seraient encerclées dans ce secteur. À mon niveau et suivant les dernières géolocalisations, ce n'est pas ce que j'ai constaté. Mais rappelez-vous, je n'ai pas la science infuse. Donc en termes de géolocalisation, par contre ici sur la partie sud, on note sur le village de Novotoretsk une présence de soldats ukrainiens, puisque ici le 23 septembre, un groupe de combat russe est tombé dans une embuscade, donc tendu par des soldats ukrainiens, embuscade dans laquelle au moins 4 soldats russes ont trouvé la mort. Ce qui veut donc dire ici que ce secteur est à nouveau disputé puisqu'il était précédemment sous contrôle des Russes. Et le lendemain, une position de l'armée russe a été bombardée dans ce même secteur, donc ce qui signifie que ce secteur est actuellement disputé puisque la présence des deux armées est ici constatée. Un petit peu plus au nord, ici dans le secteur de Pankivka, ici une autre position russe a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens le 24 septembre. Et à l'ouest de Pankivka, ici c'est une tranchée qui a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens. Donc ce qui veut bien dire que le secteur est sous contrôle des Russes actuellement ici. Donc on voit ici une position fortifiée avec des boyaux de tranchées ici qui sont actuellement contrôlés par les Russes. Et ici, nous avons de nouvelles positions russes qui ont été bombardées, ici sur le village même de Kuchivyar, hier dans la journée, donc ce qui sous-entend que ce village est toujours sous contrôle des Russes. Ici, l'infanterie russe a été bombardée le 24 septembre, ce qui a permis ici de consolider la position de ces derniers, donc à l'est de Nové Chakovier, qui à mon niveau reste dans la zone grise. Et enfin, et pour terminer dans ce secteur, on note une avancée des Russes ici, sur la partie ouest du village de Nikanorivka, puisqu'ici, une de leurs positions a été bombardée ici le 27 septembre, ce qui leur a permis ici de sécuriser cette partie du terrain. Donc voilà pour cette partie nord de Pokrovsk, où on note ici des consolidations de terrain en faveur des Russes, mais les Ukrainiens ont également contre-attaqué dans le secteur de Novotoretsk ici, puisque ce village ici est actuellement disputé. Sur la ville même de Pokrovsk, ici on va commencer avec des géolocalisations et dans un ordre chronologique ici le 23 septembre nous avons un Striker qui a été détruit. Le lendemain ici c'est un char ukrainien qui a été détruit. Et enfin, il y a 4 jours, ici c'est un M113 qui a également été détruit, et à chaque fois par des drones kamikazes russes. À l'est de Pokrovsk, on note une avancée des Russes, puisque leur infanterie ici a été bombardée le 26 septembre, ce qui a eu pour effet ici d'étendre la zone grise en défaveur de la zone précédemment sous contrôle des Ukrainiens. Ici, donc, pas d'autres modifications par rapport à la dernière vidéo. Et sur la partie sud-ouest de Pokrovsk, ici dans le secteur de Zvirovier, on note ici une légère consolidation du terrain ici en faveur des Russes. Et, ah oui, j'allais oublier ici dans ce secteur, donc on se situe au sud de Pokrovsk, secteur qui avait été attaqué par l'infanterie russe dans la précédente vidéo. Et cette fois-ci, ce sont les Ukrainiens qui ont contre-attaqué, puisqu'ici nous avons des positions ukrainiennes qui ont été bombardées les 24 et 25 septembre. Quand on observe cette guerre, chaque fois que les Russes sont en difficulté, ils ne tiennent pas le terrain, ils reculent. Ça s'est vu chaque fois. Alors, parfois, c'est fait de manière très ordonnée, comme là, parfois de manière un petit peu plus désordonnée, comme sur l'offensive d'octobre 2022 des forces ukrainiennes sur Kharkiv, où là, du fait du sous-effectif des Russes au départ, eh bien, ils ne tenaient pas le terrain. Le rapport de force était de 8 Ukrainiens pour un Russe, quasiment. Donc, ça a été un peu une débandade organisée, parce que ça a été un recul très très rapide, mais tout de suite, et après ils se sont ralliés sur un cours d'eau, de manière à tenir le terrain. Я думаю, что это
результат, прежде всего, давления Европы на Вашингтон. И Вашингтон хочет показать, что он учитывает мнение своих союзников. Я не думаю, что мы уже имеем дело с принятым решением. Томагавки американцы далеко не всем поставляют. Из европейцев, если я не ошибаюсь, в Испанию и в Нидерланды. Остальным как-то остерегаются. И если они считают, что Украина – это ответственная держава, которая будет ими ответственно пользоваться, то это будет для меня удивительно. Да, Кит Келлог и Джей Ди Венс говорили об этом. Кит Келлог, кстати сказать, в принципе выступает с абсолютно проукраинских позиций, хотя президент Трамп всегда говорит, что он посредник, и Украина с Россией должны решать напрямую. И Кит Келлог недавно публично советовал украинскому режиму принять реальность и де-факто согласиться с тем, что вот территория сейчас такая, какая она есть, и посоветовал не переживать по этому поводу, потому что вот Прибалтика была в составе Советского Союза, мы ее не признавали де-юре, и потом она стала свободной. И так же будет у вас, сказал Кит Келлог. Это расходится с той позицией, которую занимает президент Трамп. Поэтому там много спикеров, которые просто продвигают украинскую повестку. Но уже Кремль сказал достаточно четко, что даже если эти томагавки окажутся на Украине, это не изменит военной ситуации. Quel est le sens du discours de Trump? Bon, il a déliré sur toute une série de choses, mais on sentait que c'était un délire qui était parfaitement maîtrisé, parce que en fait, le sens, c'est la fin, c'est la chute. Et il dit, bon, débrouillez-vous, bonne chance. Autrement dit, les États-Unis ne vont pas s'engager plus. Premier point. D'ailleurs, un point très simple, il dit, ah oui, si un avion russe survole le territoire de l'OTAN, oui. Je me permets, il a dit Gaulois. Oh. Oui, voilà, c'est ça. Bonne chance à tous. Bonne chance à tous. C'est très sympathique. Mais par exemple, quand il évoque les incidents aériens qui ont eu lieu au-dessus de l'Estonie, et on dit, ah oui, les pays de l'OTAN peuvent tirer sur un avion russe. Les États-Unis font partie de l'OTAN, non? Ah, vous voulez dire les pays non américains de l'OTAN, donc les pays européens. Donc vous ça ne vous concerne pas. C'était assez stupéfiant comme comportement. Et donc ça veut vraiment dire que il laisse désormais la gestion de l'ensemble du dossier aux membres européens de l'OTAN. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, sur, je dirais, son analyse de l'économie russe. Bon, non, l'économie russe ne s'effondre pas, elle ne va pas s'effondrer, même si elle connaît aujourd'hui une phase, ou plutôt elle a connu cet été, juillet-août, parce qu'il faut toujours savoir qu'on a un décalage de environ 1 mois et demi à 2 mois sur les résultats économiques, ce qui est vrai partout, ce qui est aussi vrai en France. Bon, elle a connu une forme de panne technique en juin, juillet et probablement jusqu'au début du mois d'août, et qui est essentiellement liée à la politique menée par la Banque centrale de Russie. La Banque centrale de Russie, avec des taux très élevés, a cassé la consommation de biens durables en Russie. Parce que le reste de la consommation, celle qui n'a pas besoin de crédit, se porte relativement bien. Consommation de fruits et légumes, enfin bon, de produits alimentaires. Les Russes vont toujours beaucoup au restaurant et ont pris beaucoup de vacances en Russie, signe évidemment d'une économie qui s'effondre. Je passe là-dessus. Mais ce qui est vrai, c'est qu'avec des taux réels de l'ordre de 9%, comme on a une inflation à 8,5%, bon, ça correspond à des taux de 18%, qui sont les taux qui étaient jusqu'au début septembre,
17% depuis le début septembre. Bien. Tout d'abord, les Russes ne veulent pas prendre des crédits pour acheter des voitures ou des maisons. Et puis deuxièmement, toute une partie de l'argent qu'ils avaient préparé pour faire des consommations importantes, des décaissements importants, ils préfèrent le mettre sur les comptes de dépôt. Parce que les comptes de dépôt voient leur taux indexé au taux de la Banque centrale. Ce qui veut dire que dans un pays où l'inflation est entre 8,5% et 9%, quand on dépose son argent sur une banque, sur un compte à terme, à court terme, genre compte à 3 mois, etc., on touche entre 13 et 15% de taux d'intérêt. Autrement dit, un taux d'intérêt réel de 4 à 6%. Et ces phrases, mettre la Russie à genoux, dans le Parlement européen, ils ont discuté la dislocation de la Russie en 37 pays, n'importe quoi, des bêtises. Et comme résultat, il y a 2 semaines, vous avez vu à Pékin, on a jeté la Russie dans les bras des Chinois. C'est une vraie alliance économique, BRICS. On a jeté la Russie dans les bras des hindous qui gagnent 30% avec le gaz et le pétrole russe. Ils ont créé les alliances absolument inimaginables à l'époque. Et vous savez, ça c'est une erreur monumentale. Au moment où la bataille de Bakhmout est terminée, et il y a la ligne Surovikin avec principalement une ligne infranchissable, surtout que les Russes, il ne faut pas l'oublier, ils ont la supériorité des feux, ils ont la supériorité des feux sol-sol, mais également air-sol, notamment avec les hélicoptères. Les Ukrainiens ont un corps de bataille qui a été mis en place, un grand renfort de moyens par les Occidentaux, et avec des troupes qui sont motivées quand même, et qui pensent qu'elles peuvent percer, mais elles pensent qu'elles peuvent percer. Pourquoi elles pensent qu'elles peuvent percer? Parce qu'ils s'imaginent qu'en face, ils sont démoralisés. Et pourquoi ils s'imaginent en face qu'ils sont démoralisés? Parce que tu remarqueras que pendant presque 6 mois, il y a eu ces vidéos qui ont tourné sans arrêt, de soldats russes qui n'en pouvaient plus, ainsi de suite. Parce que n'importe quel général qui n'a pas la supériorité des feux sol-sol et air-sol n'imaginera pas percer un tel système défensif. Il ne peut imaginer le percer que s'il imagine qu'en face, même si le système défensif est très puissant, les soldats qui le tiennent sont démoralisés et n'ont plus envie de se battre. Donc, surjouant le conflit entre Prigojine et Gerasimov. Ça peut jouer également. Le but, c'est d'amener en fait les forces qui veulent attaquer à attaquer justement, et de manière quasiment imprudente, en se disant, au départ on a des difficultés, mais ça va percer parce qu'on sait qu'ils sont démoralisés. Et on a vu que pendant toute l'offensive, ces vidéos de soldats russes dépenaillés, faisant n'importe quoi, elles ont inondé les réseaux sociaux, elles étaient reprises sur LCI. C'est un énorme psyops russe. Ah, j'en suis convaincu. Parce que depuis est-ce qu'on les voit ces vidéos-là? Tu comprends? Cette vague de vidéos. Elles sont bien à point nommé, pour forcer une attaque. Qui était un petit peu le pendant de celle des Ukrainiens avec les soldats qui les chutent. Le problème des Ukrainiens, c'est aussi leur hyper-communication. Je pense que pour le moment, ça va rajouter de nombreux tours. Ça va jouer de nombreux tours. Donc, ils se sont vus que ça passait pas, mais pas du tout, et qu'ils avaient des pertes énormes, notamment cette fameuse 47e brigade, qui est vraiment la brigade qui a le plus souffert de tous ces assauts-là. Ensuite, ils ont cherché à faire un assaut sur Krinky, donc traverser le Dniepr, avec les troupes de marine ukrainiennes. Ça s'est transformé en fiasco humain et fiasco tactique et stratégique, sachant que les Russes, comme chaque fois, ils ont laissé s'implanter, puis après, comme ils ont la supériorité des feux, ils ont tapé. Non, mais c'est tout simplement ce que font souvent les Russes quand ils reculent. Et ensuite, ils ont cherché également à repasser sur Bakhmout. C'est là où notre BHL national a parlé du cheval de Troie inversé sur Bakhmout, et avec le même résultat. Donc ça a été la dernière phase offensive, on va dire, sur leur territoire, avec une volonté de libérer le territoire des Ukrainiens. Ensuite, les Russes ont mis en place leur stratégie d'attrition, qui est un casse-brique en fait. La stratégie d'attrition, il n'y aura rien d'extraordinaire dans la mesure où les Russes cherchent absolument à minimiser leurs pertes.
parce que pour les dirigeants russes, même si on peut discuter sur leur assise démocratique, ainsi de suite, c'est important pour eux, c'est d'avoir l'assentiment de la population et éviter que justement ils basculent en économie de guerre. C'est qu'en fait, les outils industriels basculent majoritairement dans la production de guerre, ce qui n'est pas le cas en Russie. Alors tout d'abord en Crimée, sur un aérodrome ici, ce sont 2 avions russes de type AN-26 qui ont été détruits le 25 septembre par des drones ukrainiens. Et au sud de la ville de Odessa, donc en mer Noire, ici, 2 embarcations ukrainiennes ont été détruites par les Russes dans la journée du 24 septembre. Sur Firms, on voit clairement ici un incendie en mer, alors qu'il n'y a aucune plateforme dans ce secteur. Donc pour rappel, ici, il y a des plateformes offshore qui sont donc disputées par les Russes et par les Ukrainiens à l'est de l'île des Serpents, donc dans ce secteur, mais pas dans celui-ci. Et à l'est de la mer Noire, ici, et dans un ordre chronologique, alors tout d'abord sur la ville de Tuapse, il y a eu des attaques de drones navals ukrainiens dans la journée du 24 septembre. Donc sur la vidéo, on peut voir 2 drones, un qui est détruit ici et un autre qui donc zigzague à l'entrée donc du port ici et ensuite termine sa course sur ce quai ici où on peut voir une explosion. Et un peu plus au nord, dans l'oblast de Krasnodar, c'est une raffinerie ici qui a été touchée par des drones ukrainiens dans la journée du 26 septembre. On me demande toujours comment il faut comprendre la crise actuelle. Au-delà de ce que j'ai vécu, que je peux vous raconter, etc., quelles sont les raisons de ça, pourquoi la guerre, etc., pourquoi les réactions, pourquoi l'Occident est à côté de la plaque avec les sanctions, quand il a jeté la Russie dans les bras de la Chine, avec les choses comme ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire, on me demande. Je dis une chose simple. Et je disais ça à un grand ambassadeur américain, le plus grand peut-être, c'est George Kennan. Ambassadeur à Moscou. Il était ambassadeur à Moscou une courte période parce que Staline l'a foutu dehors tout de suite. Mais c'est M. X pour son texte célèbre. Mais c'est surtout, vous connaissez, connaisseur que vous êtes, sans son télégramme, inventeur de containment. Et je lui dis, il faut que ces gens-là, ces pauvres types, qu'ils relisent Tolstoï. Il m'a regardé, il a dit non, Vladimir, pas du tout. Il faut qu'ils lisent Tolstoï. Oui, avant de le relire. Il s'est adressé au Conseil de sécurité et a déclaré qu'il existait effectivement un risque de guerre entre la Russie et l'Europe. Bien qu'il ait souligné que personne en Russie ne souhaitait cela, il a ajouté que ce conflit risquait également de dégénérer en un conflit impliquant l'utilisation d'armes de destruction massive. Il a averti les responsables politiques européens qu'ils devaient faire preuve d'une plus grande prudence dans leurs déclarations. Il a également souligné que les pays européens ne pouvaient se permettre une telle guerre, car ils sont divisés et que les économies européennes sont globalement en ruine. L'ancien président russe a déclaré que ces déclarations provenaient du côté européen au sujet de ce conflit potentiel entre Moscou et les pays européens. Moscou estime donc que cela ne devrait pas avoir lieu. Dans le même temps, le Kremlin annonce également une pause dans les négociations entre Moscou et l'Ukraine, qui, selon les responsables du Kremlin, est due au manque de volonté de la part ukrainienne de poursuivre les négociations et la recherche d'un règlement négocié. Moscou affirme également que, d'une manière ou d'une autre, il faudra recourir à la force de trouver une solution négociée à ce conflit en Ukraine, et Moscou affirme également que les attaques contre la partie russe sont persistantes. Plus de 80 drones ukrainiens ont été interceptés pendant la nuit. Au moins 2 personnes ont trouvé la mort dans la seule région de Moscou. Une attaque majeure a également été perpétrée contre la région frontalière russe de Belgorod, où des centaines de personnes se sont retrouvées sans électricité pendant un certain temps après ces attaques de drones, ainsi que sans approvisionnement en eau. Les autorités s'efforcent de rétablir la situation, mais nous comprenons que ce conflit est loin d'être terminé. Mais je tiens à vous dire que Jeffrey Sachs, indépendamment... Il était conseiller du gouvernement russe. Il était conseiller de gouvernement américain, mon cher. Oui, mais... C'est quelqu'un qui a été inventeur du miracle polonais. Et après, regardez ce qu'il dit, mais ça c'est la meilleure des choses, qu'il le dit publiquement. Le lendemain de ça, il dit, OK, nous avons une chance historique. Mais c'est Kennan, c'est je vous dis, Chirac, Mitterrand, les mêmes choses, la même Kohl même. Il a dit, c'est une chance, c'est un cadeau de Dieu, comme disait Jean-Paul II. La fin du communisme, c'est cadeau. Il faut saisir cette chance pour associer la Russie
à l'Occident pour créer un nouveau monde. Et dans ce nouveau monde, nous allons avoir une force imbattable. Mais simplement, cette force imbattable était absolument inacceptable pour les États-Unis. Il a dit, vous êtes Jeffrey Sachs, il vient voir le président américain, il dit, il faut aider la Russie, elle sera pleine de gratitude et nous allons garder les rapports extraordinaires. On l'a dit, vous êtes complètement dingue. Il a même raconté avoir été en voiture avec le patron de la CIA, le directeur de la CIA, mais laissez-moi finir, oui, sur cet enjeu précis. Quand au début des années 90, après avoir aidé la Pologne avec succès, et qu'il revient en disant il faut servir les Russes de la même manière, il faut les aider, on doit tendre la main, et soudainement au Congrès, il n'y avait pas de volonté de donner des sous, et le patron de la CIA qui le croise lui dit « Mon garçon, t'es un peu naïf si tu penses, parlant à Jeffrey Sachs, exactement, si tu penses que nous pouvons, à l'aise, vivre avec les Russes comme des égaux. » Les formations les plus importantes au 30 septembre, donc, ce sont les avancées russes sur le front de Dnipro, mais également au nord-est de Pokrovsk, dans le secteur de Krasny Yar. Après des semaines de tensions, la Moldavie a tranché. Avec sa nette victoire aux législatives, le parti pro-européen Action et Solidarité, le PAS, devrait conserver sa majorité absolue au Parlement. Dans les urnes, il devance largement son grand rival, le bloc patriotique pro-russe, lors de ce scrutin crucial pour l'avenir du pays, tiraillé entre perspectives d'adhésion à l'Union européenne et retour dans le giron de Moscou. Au cours de la campagne, les autorités ont dénoncé de nombreuses ingérences. Pour le parti au pouvoir, la Russie est responsable. Nous avons été témoins de tentatives d'ingérence dans le processus électoral par des groupes criminels soutenus par la Fédération de Russie, de tentatives de déstabilisation, d'alerte à la bombe et d'autres provocations sur le territoire moldave et à l'étranger. Les responsables moldaves parlent d'une guerre hybride, accusant le Kremlin d'avoir investi des centaines de millions d'euros pour tenter d'influer sur le scrutin et de mettre un terme aux ambitions européennes du pays. La Russie nie ces allégations, jugées anti-russes et infondées. Pourtant, pour de nombreux Moldaves, la menace est réelle, surtout avec la guerre qui paiera juste de l'autre côté de la frontière, en Ukraine. Nous voulons que nos enfants vivent en paix. Vous voyez ici la situation. Il y a des troubles en Ukraine et il pourrait y en avoir ici aussi. C'est pourquoi notre vote est important. L'année dernière, les Moldaves ont approuvé de justesse un référendum en faveur de l'adhésion à l'Union européenne et reconduit la présidente pro-occidentale Maia Sandu pour un second mandat, malgré déjà à l'époque des accusations d'ingérence du Kremlin. Et tout ça est passionnant, Nicolas Mirkovic, mais je voudrais que les choses soient claires et tant qu'à faire qu'on aille jusqu'au bout du propos. Vous dites tout ça c'est de l'ingérence, mais tout ça c'est du soft power en fait, ce qu'on appelle du soft power, c'est-à-dire que c'est pas de l'ingérence en mode fraude. C'est de l'ingérence, c'est un peu comme les films américains avec lesquels on est abreuvé, ça nous transforme progressivement le cerveau, mais c'est pas une fraude. Ils ont le droit de nous. Oui, mais c'est de l'ingérence. Et c'est de l'ingérence et c'est illégal. C'est de l'ingérence. Si vous regardez les pays qui ont signé la charte de l'ONU, ont signé une charte disant que l'ingérence d'un pays dans un pays souverain, c'est illégal. Vous avez un pays pauvre qui ne sait pas comment s'en sortir, qui sort de 70 ans de communisme. Vous avez des Américains, des Européens qui débarquent avec des milliards, qui ouvrent des associations, des ONG, et qui leur expliquent comment monter un média libre. Est-ce que vous pensez que dans les médias libres financés par l'Union européenne ou les États-Unis, on peut vraiment avoir des propos objectifs sur ce qui se passe en Union européenne ou aux États-Unis? Est-ce que vous pensez qu'un juge qu'on a formé avec des dollars américains, qu'on a même envoyé aux États-Unis pour le former, pour lui montrer comment fonctionne le système américain, peut être objectif par rapport à son bailleur de fonds? C'est de l'ingérence, c'est une prise en étau avec le sourire, si vous le préférez, à la hollywoodienne. Ouais. Mais ça, c'est la réalité de ce qui se passe sur place. Et c'est en milliards de dollars. Et aujourd'hui, qui est-ce qu'on retrouve à la tête de la Moldavie?
comme par hasard, Maya Sandu. Qui est Maya Sandu? Maya Sandu a fini ses études dans une grande université américaine, dans une pépinière de diplomates étrangers, où typiquement, c'est des personnes qui sont prises en main par des agences américaines parce qu'elles savent que ces personnes rentrées dans leur pays peuvent devenir des hommes ou des femmes liges. Elle a travaillé à la Banque mondiale, qui n'est pas du tout une banque mondiale, qui est une banque mondialiste, dont le président est nommé par le président des États-Unis, dont le siège est à Washington, pas loin de la Maison-Blanche. C'est une personne qui a travaillé pour la fondation Soros, d'accord? Et vous allez nous dire après que cette personne, elle est objective et qu'il n'y a pas une influence majeure. Elle a été payée par... Non, mais attendez. Moi, je dis pas Nicolas Mirkovic, mais j'essaye de tout peser, le pour et le contre, etc. Et là, vous parlez, enfin, vous dites, elle n'a pas une influence. Mais si, elle a une influence majeure et pro-américaine. Mais est-ce que, à partir de quand cette influence devient ingérence, en fait? Mais on peut se poser la même question de l'autre côté. Dire à quel moment y a-t-il, on peut dire qu'on est dans l'illégalité? Ou est-ce qu'on peut se dire juste c'est obscène, c'est trop important, ce pays n'est plus souverain, mais comme nous d'ailleurs. Enfin, bon, bref, c'est encore d'autres sujets. Clémence Oudiakova, que l'Union européenne et les États-Unis déversent des milliards d'argent du contribuable pour la beauté de la démocratie, pour la liberté d'expression? Ou est-ce que vous pensez qu'ils investissent ces milliards pour avoir un retour sur investissement? Pour avoir un retour sur investissement qui est typiquement la transformation de la Moldavie, et d'un point de vue culturel, et d'un point de vue religieux, et d'un point de vue politique, à travers des milliards qui sont versés sur place. Quand vous avez une association américaine indépendante comme la Open Society de George Soros, qui ouvertement, aujourd'hui encore, et j'invite les personnes qui douteraient de ma parole, d'aller sur le site de Open Society Moldova sur Internet et de voir ce qu'ils font. Ils travaillent avec le ministère de la Justice, ils travaillent avec le ministère de l'Industrie, ils travaillent avec les médias. C'est une ONG américaine qui a un poids démesuré au sein même de l'appareil d'État moldave. Et vous pensez, très franchement, que ces associations mondialistes voient d'un bon œil quand des Moldaves qui, eux, veulent être souverainistes? On a en effet, et vous avez bien fait de le souligner, cette vision pro-européen, pro-moldave est ridicule. Les demander aux Moldaves ce qu'ils pensent, ils n'ont pas voté pour des pays... Certains ont voté pour se rapprocher de l'Union européenne et certains préfèrent la Russie, ça c'est sûr, mais ceux qui ont voté contre l'Union européenne sont plutôt à rapprocher des Européens qui eux-mêmes ne veulent pas de l'Union européenne. Ils sont souverainistes, ils sont patriotiques. Vous pensez que dans un pays où il y a une influence aussi importante de Bruxelles et de Washington, vous avez des médias qui sont impartiaux? Il faut regarder ce qu'ont dit les médias moldaves, qui sont financés ou dont des journalistes ont été formés par les atlantistes. Vous pensez qu'on passe et qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur les médias dominants moldaves aujourd'hui? Le gouvernement russe lance des programmes de très grands travaux. Alors, c'est quelque chose dont on ne parle pas, évidemment, ici. Ça concerne essentiellement le développement du système ferroviaire. Voilà, ils veulent construire 4200 km de lignes TGV dans les prochaines années. Ils ont même commencé les travaux sur la ligne Moscou-Saint-Pétersbourg, mais il n'y a pas que ça. Il y a une ligne vers l'est, il y a une ligne vers le sud. Bon, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Alors évidemment, en construisant sous licence du matériel chinois, les fameux TGV chinois qui vont entre 350 et 400 km/h, et qui vont remplacer les fameux trains Sapsam qui avaient été construits avec l'aide de Siemens entre 2007 et 2011-2012, et qui eux-mêmes, alors ils étaient théoriquement capables de 250 km/h, et en réalité la vitesse commerciale était beaucoup plus proche de 160 à 170 km/h. Bon, tout ça, ça veut dire des investissements extrêmement important. Même chose pour la construction de nouveaux gazoducs. Et là, lors de la réunion de l'OCS au tout début du mois de septembre, a été signé entre les trois pays, c'est-à-dire Russie, Mongolie, Chine, l'accord prévoyant la construction d'un immense gazoduc qui irait de la péninsule de Yamal, qui donne sur l'Arctique, jusqu'en Chine, en passant par la Mongolie, mais pas seulement, parce que maintenant on a le plan du tracé qui relierait aussi les différents gazoducs déjà existants, de manière à créer un réseau complètement unifié de gazoducs desservant la Chine. Ça aussi, c'est extrêmement important. Et il y a enfin l'annonce faite par Vladimir Poutine
D'ailleurs, c'est une annonce qui était passée un petit peu sous les radars, que j'ai retrouvée, une annonce qu'il fait début août, où il annonce la construction de toute une série d'infrastructures pour desservir les ports donnant sur l'Arctique. Pourquoi ? Parce qu'on comprend que désormais, la Chine, notamment, va utiliser massivement ce que les Russes appellent la route du Nord, ou la route arctique du Nord. Cette route qui va en fait de Vladivostok à Mourmansk, et puis après qui va redescendre sur l'océan Atlantique, en passant par la côte de l'océan Arctique. Bon. Ce qui raccourcit énormément le temps de transit. On a calculé que ça diminue d'environ de moitié le déplacement d'un navire qui partirait des côtes de Chine et qui irait vers l'Europe. Donald Trump face à un parterre de hauts responsables militaires convoqués depuis les 4 coins du monde. Le format est inhabituel et la raison de ce rassemblement, passé sous silence jusqu'à la dernière minute, avait alimenté nombre de théories. Mais dès son arrivée sur scène, le président met les choses au clair. Ensemble, nous réveillons l'esprit guerrier, cet esprit qui a gagné, qui a construit cette nation. Et en faisant ça, nous sommes une équipe. Et mon message pour vous est très simple. Je suis avec vous, je vous soutiens. Et en tant que président, j'assure vos arrières à 100%. Pour réveiller cet esprit guerrier, Donald Trump est venu accompagné du secrétaire de la Défense, Pete Hegseth. Le duo affirme vouloir mettre fin à des décennies de déclin et faire table rase de ce qu'il nomme les déchets idéologiques de leurs prédécesseurs. Plus de mois de l'identité, plus de bureaux de l'inclusion, fini les mecs en robe, fini l'obsession du changement climatique, plus de divisions, de distractions ou d'illusions sur le genre, plus de déchets, je l'ai déjà dit et je le répéterai, on en a fini avec cette connerie. Le ministère de la Défense est particulièrement marqué par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Désormais, selon le président, l'ennemi vient de l'intérieur. Un changement de paradigme qui justifie le déploiement de soldats observés dans plusieurs villes américaines et vivement critiqué par le camp démocrate. L'arrivée de Donald Trump a aussi secoué en interne le Pentagone, renommé ministère de la guerre par le président. S'ils promettent des moyens supplémentaires, pour le moment, ce sont d'importantes réductions d'effectifs qui ont été appliquées et plusieurs responsables de l'armée américaine ont été poussés vers la sortie, comme le chef d'état-major limogé en février dernier, sans explication. Vous revenez sur le discours de Donald Trump hier devant les hauts gradés américains. Il veut mobiliser l'armée américaine pour combattre l'ennemi intérieur. Oui, alors le secrétaire à la guerre, c'est son titre désormais, Pete Hegseth, a sidéré les officiers généraux en les convoquant tous ensemble sur la grande base des Marines près de Washington. L'armée américaine n'est pas une PME qui tient des séminaires d'entreprise, c'est un mastodonte avec 220 000 officiers sans compter les réservistes et un budget de 1000 milliards de dollars. En tout cas, les plus hauts gradés, 800 généraux et amiraux, flanqués de leurs aides de camp, conseillers, porte-coton, ont afflué du monde entier, toute affaire cessante. Il y avait là autant d'étoiles que dans le ciel une nuit d'été. Aucun n'a su à l'avance quel était l'ordre du jour de cette réunion inopinée, la première du genre dans l'histoire militaire américaine, et un missile bien placé aurait décapité l'élite militaire au garde à vous. C'est d'ailleurs un peu au programme de Pete Hegseth qui a déjà limogé 20% de généraux et aussi le chef d'état-major, celui des gardes-côtes, celui de la marine, etc. Alors hier, il a surtout infligé aux officiers une leçon de virilité. Il a fait une sorte de stand-up en déambulant sur scène. Il en a assez de croiser des gros dans les couloirs du Pentagone, des chevelus et des mal rasés à l'entraînement. C'est la faute aux démocrates. Il faut faire table rase de leurs déchets idéologiques. La lutte contre le réchauffement climatique, la discrimination positive, la dénonciation des outrages, tout ce politiquement correct, that shit, qui a précipité le déclin de l'armée, devenu le ministère du wokisme. Il veut une armée recentrée sur sa mission, tuer l'ennemi,
sans complexe et sans pitié. Ce discours martial, un traitement de choc pour les galonnais qui se sont hissés au sommet de la hiérarchie en intégrant les règles du jeu qu'on leur imposait, mais c'était rien à côté du discours au canon que leur a infligé ensuite Donald Trump. Le président leur a désigné en effet un nouvel ennemi, l'ennemi de l'intérieur. Il a sonné la charge contre les immigrés sans papier, la presse menteuse et vicieuse, les grandes villes gérées par la gauche radicale, Chicago, New York, San Francisco, Los Angeles, des endroits dangereux qu'il faut remettre en ordre un par un, et ce sera un véritable terrain d'entraînement, dit-il. C'est ça la guerre de l'intérieur, selon Donald Trump. Il vient de signer le décret pour une force de réaction rapide dans l'armée pour réprimer les troubles à l'ordre public. Alors évidemment, ça tranche avec le discours habituel du commandant en chef, censé se tenir au-dessus des partis, et il est tombé dans un silence glacé. Donald Trump l'a évidemment relevé. Je ne suis jamais entré, a-t-il dit, dans une salle aussi silencieuse. Si vous avez envie d'applaudir, applaudissez. Si vous n'aimez pas ce que je dis, vous pouvez sortir et dire au revoir à votre grade et à votre avenir. Les officiers sont restés impassibles, c'est étonnant. Ils n'ont pas claqué des talons non plus. Donald Trump veut prouver à l'opinion qu'il fait le job. Il s'attaque à la défense comme il l'avait fait avec la justice. Et c'est le 3e discours en roue libre depuis 10 jours, après celui incendiaire à l'ONU, puis celui qu'il a tenu aux côtés de Benjamin Netanyahou pour annoncer son plan en 20 points pour Gaza. Il a fait un choix. Montrer sa force, brandir le gros bâton et parler cru, c'est pas comme ça qu'on obtient le Nobel de la paix, mais c'est ainsi qu'on se fait écouter, notamment au Kremlin. Est-ce qu'il avait un prompteur hier, Donald Trump? Mais non, justement. Ah, d'accord, il s'en passe totalement, donc. Il est vraiment en roue libre. Les dirigeants démocrates ont rencontré leurs homologues républicains et le président Trump, mais aucun accord n'a encore été trouvé pour éviter la fermeture imminente du gouvernement. Chaque camp rejette la responsabilité sur l'autre. Le gouvernement fédéral américain fermera ses portes mardi soir, juste après minuit, si le Congrès n'adopte pas un projet de loi visant à maintenir le financement du gouvernement. Les deux camps se rejettent la responsabilité de cette impasse. Leur projet de loi ne contient pas la moindre contribution des démocrates, ce qui n'a jamais été le cas auparavant. Si les démocrates décident de fermer le gouvernement, ils en assumeront les conséquences et je pense que ce serait absolument tragique. La Chambre des représentants et le Sénat sont tous deux contrôlés par les Républicains. La Chambre a adopté un projet de loi visant à maintenir le gouvernement ouvert jusqu'au 21 novembre, puis a attendu. Au Sénat, les Républicains ont besoin d'une poignée de voix démocrates pour faire passer la mesure, et les démocrates ont des exigences, principalement celle de voir les coupes dans les dépenses de santé annulées. Même si les Républicains acceptaient, il faudrait du temps pour rédiger un nouveau projet de loi et faire revenir les membres de la Chambre à Washington pour le voter. Il est possible qu'un accord verbal soit conclu entre les démocrates, Trump et les Républicains pour les dépenses de santé à l'avenir, mais il n'est pas certain que cela suffise aux démocrates. Cela s'explique en partie par le fait que les démocrates tentent de trouver un moyen d'exercer leur pouvoir alors qu'ils sont minoritaires dans les deux chambres du Congrès, mais le coût politique d'un arrêt des activités gouvernementales pourrait dépasser tout avantage politique. Des milliers d'employés fédéraux seraient probablement au chômage et certaines agences gouvernementales fermeraient. Mais l'application de la loi fédérale devrait continuer à fonctionner, le courrier continuerait à être distribué, les droits de douane continueraient à être perçus et les paiements de la sécurité sociale et de l'assurance maladie devraient se poursuivre. Et il y a un autre problème, l'administration Trump a menacé de licencier définitivement des milliers d'employés fédéraux si le gouvernement fermait ses portes, ce qui revient essentiellement à des coupes budgétaires à la manière du Doge. Cette mesure vise à exercer une pression supplémentaire sur les démocrates et bien sûr le jeu politique du blâme se poursuivra. Les deux camps tenteront de se rejeter la responsabilité, mais en général, la fermeture du gouvernement est mauvaise pour les deux camps sur le plan politique. A lot of our leaders are here, our great Vice President, Susie Wiles, Steve Witkoff, Jared Kushner. They've been so involved in this process. I don't think anybody else could have done it or even come close. But it's we're right there. We're right there. First time in thousands of years, I think you can probably say, if you really look into it, if you study back, if you're a scholar. You would say thousands of years. Israel would have my full backing to finish the job of destroying the threat of Hamas. But I hope that we're going to have a deal for peace. And if
Hamas rejects the deal, which is always possible. They're the only one left. Everyone else has accepted it. But I have a feeling that we're going to have a positive answer. But if not, as you know, Bibi, you'd have our full backing to do what you would have to do. À Gaza, au moins 30 Palestiniens ont trouvé la mort dans le cadre d'une opération militaire israélienne en cours. Cet épisode survient au lendemain de la présentation par le président des États-Unis, Donald Trump, et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'un plan de paix en 20 points soutenu par les États-Unis. Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, M. Trump a déclaré que les deux parties étaient très proches d'un accord. Il a cependant lancé une mise en garde au Hamas, affirmant que l'État hébreu bénéficierait du soutien total de Washington si le groupe rejetait cette proposition. Le Hamas n'a pas encore répondu. But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way, but it will be done. We prefer the easy way, but it has to be done. All these goals must be achieved because we didn't fight this horrible fight, sacrifice the finest of our young men to have Hamas stay in Gaza and threaten us again and again and again with these horrific. À l'instant, le commandement du Hamas dit être en train de coordonner avec toutes les cellules de l'organisation pour être capable de fournir une réponse au cours des prochains jours. Déjà, c'est pas un rejet catégorique. Donc, quand tu posais la question, est-ce qu'on peut rêver? Peut-être. Je fais toujours attention. C'est un conflit qui dure depuis des générations. Est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui, les choses ont basculé? En tout cas, il y a certainement des pas qui ont été franchis. Un optimisme contenu. En Israël, aujourd'hui, je constate que ce sont les Indiens, le premier ministre Modi qui a salué l'initiative. Il y a de la bonne volonté, il y a un appétit pour qu'on trouve une solution le plus rapidement possible, à tout le moins, pour mettre un terme au carnage à Gaza. Que le Hamas n'ait pas catégoriquement rejeté, c'est certainement positif. Moi, j'ai noté hier, et je ne sais pas si ça t'a frappé, mais le président Trump a quand même dit « J'ai des raisons de penser que le Hamas va accepter ». Alors, je ne sais pas ce que sont ces raisons, je ne sais pas ce que sont ces informations. Je me souviens aussi qu'il disait la même chose à Anchorage quand il était à côté du président Poutine. Il disait « Je pense qu'on a convenu de quelque chose qui devrait déboucher ». C'est pas aller très loin à ce jour, mais si tu prétends ça, c'est que tu dois avoir un minimum de conviction, un minimum d'indices qui ont été relayés par des sources au sein du Hamas, qu'ils étaient prêts peut-être à avancer. Le plus difficile pour le Hamas, alors la libération des prisonniers, des otages encore vivants, le fait de redonner aux autorités israéliennes les corps de ceux qui sont morts, c'est difficile, mais concevable. Difficile parce que c'est le dernier des leviers, des derniers des Mohicans au sein du Hamas. Il n'en reste pas beaucoup quand on parle du leadership. C'est le 2e, 3e, 4e rang compte tenu de ce que les Israéliens ont été capables d'éliminer les principaux responsables de l'organisation au cours des derniers mois. Mais alors, c'est un levier puissant. C'est ce qui fait qu'Israël est évidemment toujours sous tension parce qu'il y a des familles qui font pression pour récupérer les otages. Désarmer le Hamas et accepter d'exfiltrer, parce que parmi les 20 points, tu l'as vu, il y a la possibilité de faire sortir du territoire tous les leaders, militants, soldats du Hamas qui accepteront la coexistence pacifique, mais qui devront quitter le territoire. Ouais, désarmer à ce jour, ça n'a jamais passé. Ce point-là, il finit par aller vers un autre pays prêt à les accepter, quelque chose comme ça. C'est qui la liste des pays qui veulent accepter des terroristes du Hamas, là? Tu poses une bonne question, Mario, mais je pense que c'est plus facile à solutionner que cette idée à un moment donné où on disait il y a des centaines de milliers de Palestiniens qui vont être déplacés, sortis, et de les envoyer ou en Égypte ou en Jordanie. Ça tient pas.
si on arrive à la conclusion qu'il y a quelques centaines de leaders du Hamas, alors c'est un vrai problème parce qu'il y a peu de pays arabes, quoi qu'on en dise, qui ont envie d'avoir ces gens-là sur leur territoire. Mais je pense que si ça devient une possibilité de solution, il y aura quelque chose qui pourrait trouver des passerelles pour les faire sortir. Encore faudra-t-il que le Hamas se rallie à ça. Ce qu'on sait aujourd'hui, et ça c'est du neuf, c'est Haaretz, le journal israélien qui donne des informations, c'est ce que serait l'espèce d'autorité de transition qui pourrait être sous la direction de Tony Blair. Son nom n'est pas officiellement mentionné. Mais il est partout sur Terre, là. Il est partout, ses empreintes sont partout. Il aurait été une force agissante dans l'élaboration des 21 qui sont devenus 20 points déposés par Donald Trump devant Netanyahou hier. Et je précise que quant à moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais Netanyahou n'avait pas le choix hier d'être présent. Je pense qu'il y a eu beaucoup de tordage de bras. Il y a eu une extrême impatience de la part des Américains, de l'administration Trump, de M. Trump aussi. Alors on dira que la balle est dans le camp du Hamas. Je pense que pour les Américains, la balle était certainement dans le camp du Hamas, mais elle était aussi chez les Israéliens. Il n'y avait pas beaucoup le choix hier d'être présent puis de dire... Non, puis l'effet, Stéphane, de ce qu'ont fait le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, l'effet de la France, l'effet de tous ces pays qui ont dit « nous, on reconnaît l'État palestinien », ça a isolé Israël. Donc, ça a donné un pouvoir à Trump en disant « Regarde, moi, je suis ton dernier allié. » Le Gabin, là, c'est comme si tu me perds comme allié... Tu peux plus niaiser avec le POC. C'est ça, là. Et c'est clairement le message qui a été envoyé. Et il y a eu des fuites nécessairement coordonnées depuis 48 heures à Washington pour exprimer cette exaspération, cette impatience américaine. Puis ça arrive jamais par hasard. Les gens font pas des fuites. Ça arrive qu'il y a des lanceurs d'alerte et d'autres. Mais en général, à Washington, quand tu as autant de fuites, c'est qu'il y a une volonté d'envoyer un message. Et le message, c'était « Vous êtes mieux d'être à nos côtés et de donner l'impression que vous êtes de bonne foi ». Et je pense que les deux, Netanyahou et Trump, ne sont absolument pas sur la même longueur d'onde sur un paquet d'enjeux, ne serait-ce qu'à l'horizon, la possible reconnaissance d'un État palestinien. Ouais. To ensure the success of this effort, my plan calls for the creation of a new international oversight body, the Board of Peace, we call it, the Board of Peace, sort of a beautiful name, the Board of Peace, which will be headed, not at my request, believe me, I'm very busy, but we have to make sure this works. The leaders of the Arab world and Israel and everybody involved asked me to do this, so it would be headed by a gentleman known as President Donald J. Trump of the United States. That's what I want, is some extra work to do, but it's so important that I'm willing to do it, and we'll do it right, and we're going to put leaders from other countries on, and leaders that are very distinguished leaders, and we'll have a board, and one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister, Tony Blair, good man, very good man, and some others, and they'll be named over the next few days, and it'll be quite the board. Working, everybody wants to be on it now. I don't know if that had anything to do. They named me and everybody else wanted to be on it. I guess they figure, well, he's a soft touch. He'll be easy to deal with. Working with the World Bank and others, it will be responsible for recruiting and training a new government that will be made up of Palestinians along with highly qualified experts from all around the world. Hamas and other terrorist factions will play no role in the board, but they'll play no role in the governance of Gaza at all, directly or indirectly. As you know, thousands of Hamas leaders have been killed and soldiers have been killed. And we can never forget October 7th, but thousands have paid the price for that. Oui, aujourd'hui, ces deux politiques d'aide mises en place sous la présidence Macron reviennent le 30 septembre aujourd'hui, mais Monsieur Moins est passé par là. C'est la même chose, mais en plus petit, et tant mieux. C'est enfin le début du commencement de l'apprentissage d'un régime de dépenses mieux contrôlé. Toutes ces pompes à subventions qui avaient été ouvertes à grand flot, quand même, doivent être reprises en main. Alors expliquez-nous un peu tout ça. MaPrimeRénov', vous savez, c'est une aide gouvernementale destinée à financer la rénovation thermique des logements. Ça date de 2020, et ça a longtemps été une cathédrale administrative d'une complexité inouïe, qui a coûté des milliards, avec des fraudes importantes. C'est l'archétype de la dépense publique sous Macron. Depuis 2020, elle a connu en moyenne
une réforme tous les 4 mois. Alors, la nécessité budgétaire a simplifié les choses. Le plafond des aides passe de 70 000 euros à 30 ou 40 000 euros. Seulement 13 000 dossiers d'ici la fin de l'année, et puis seulement des ménages aux revenus faibles. Et seulement des logements très énergivores. Bah écoutez, tant mieux. Bon, c'est bon pour les finances publiques, c'est moins bon pour les artisans du bâtiment qui vont pas apprécier beaucoup, j'imagine. Oui, c'est vrai, mais écoutez, si on veut le redressement budgétaire sans trop d'impôts, il faut quand même couper dans les dépenses. C'est exactement la même problématique que les chauffeurs de taxi qui effectuent des transports sanitaires payés par les sécus et à qui on demande des économies douloureuses. En fait, un secteur économique ne peut pas, ne doit pas vivre avec les subventions d'une puissance publique largement désargentée. Bon, et pour le leasing social, pour les voitures électriques, alors comment ça va se passer? Coupe militaire, là aussi, hein. En fait, ce leasing social, c'est une aide à la location longue durée d'un véhicule électrique pour les ménages dont le revenu fiscal est inférieur à 16 300 euros par part et qui font au moins 8 000 km dans le cadre de leur vie professionnelle. Alors, 50 000 dossiers seront acceptés, mais avec un taux de subvention moindre que lors des précédentes fournées. 7 000 euros contre 13 000 auparavant. Bon, ça va renchérir les loyers mensuels. Mais le financement ne sera pas budgétaire, il va être assuré par un dispositif payé par les fournisseurs d'énergie. C'est quelque chose qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie. Donc c'est quand même une sacrée diète, c'est un régime maigre là. Oui, écoutez, 1, ces aides coûtent cher. 2, elles font la plupart du temps grimper le prix des biens et des services qu'elles subventionnent. Parce que certains commerçants en profitent pour monter leur prix. Donc on progresse. Mais il y a encore du travail quand on voit que la CAF, la Caisse des allocations familiales, peut financer l'achat d'un lave-vaisselle, d'un ordinateur ou d'un sèche-linge jusqu'à 1 000 euros. Honnêtement, les allocations familiales sont-elles vraiment faites pour ça ? Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.